Merci, merci de votre invitation, particulièrement Stéphanie Malvoisin, c'est ça qui est à l'origine de être connecté, qui est à l'origine de ce séminaire. Moi, je l'ai connu au tout début. Alors, je parlais beaucoup de moi, je suis désolé, hein, je parlerai aussi de théorie et de pratique, mais je parlerai d'un trajet parce que je pense que les trajets qui vous amènent surtout en psychiatrie, qui vous amènent à un certain nombre de choses, sont toujours intéressants parce que c'est toujours des découvertes personnelles. En ce qui me concerne, ça a été en tout cas une découverte. Donc, je suis actuellement psychiatre honoraire des hôpitaux. J'ai arrêté il y a 10 ans. J'ai fait une partie de ma carrière d'abord à Étampes, puis à la Queue-en-Brie, et puis à partir de 95 à Saint-Maurice, à Esquirol, où j'ai été chef de service puis chef de pôle. Alors, mon pôle, c'était le seul pôle du Val-de-Marne adulte, 94 G16. C'était les villes de Saint-Maurice, de Charenton, Alfortville, Saint-Mandé. Où j'y suis arrivé donc en 95. Depuis, donc j'ai arrêté en 2015, je suis toujours médiateur des hôpitaux de Saint-Maurice. La médiation, justement, pour un thérapeute familial, c'est une situation très propice, hein, puisque j'ai à rencontrer des familles, des patients, des soignants, dans des circonstances de plainte. C'est assez intéressant des plaintes d'ailleurs qui concernent pas simplement la psychiatrie, hein, puisque à Saint-Maurice, il y a un jumelage qui fonctionne assez bien avec les hôpitaux de Saint-Maurice. Enfin, les hôpitaux de Saint-Maurice, c'est à la fois la psychiatrie, la rééducation, les services de gériatrie, les services de cardio, la maternité. On a beaucoup de demandes de médiation vis-à-vis de patientes parturientes à la maternité. Là aussi, j'en dirai un mot parce que c'est assez intéressant et assez, enfin, par rapport à l'époque qu'on vit de restriction des moyens, c'est tout à fait intéressant de se pencher sur les circonstances de maltraitance, de problématiques internes au service, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas seulement de psychiatrie. Voilà, je reçois encore comme thérapeute de couple. J'ai arrêté la thérapie familiale proprement dite parce que ayant travaillé toujours en équipe, c'est très difficile, je trouve, pour un praticien, quel qu'il soit, de travailler seul, de recevoir. Je peux recevoir des couples, il n'y a pas de problème, mais avec les familles, c'est mieux d'avoir un dispositif. Quand je parle de dispositif, je parle de cothérapie, voire éventuellement la glace santin, enfin, avec des collègues en supervision. Je travaille aussi dans une structure que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un travail très ponctuel, hein, demi-journée, avec des patients autistes, au Silence des Justes. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, dans le 20e, à Saint-Denis. Il y a eu un film il y a quelques années, 4 ans, 5 ans, qui s'appelait Hors Normes, qui parlait d'une structure fondée par un juif religieux et un musulman qui s'appelait le Silence des Justes. Ils ont appelé ça le Silence des Justes. Cette association fonctionne toujours, elle s'est beaucoup développée et elle reçoit les autistes. Et moi, je ne suis pas spécialisé dans l'autisme, mais par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en place un groupe famille vis-à-vis des autistes. Je parlerai bien sûr de Jean Otto, donc la question du groupe famille, pour moi, est essentielle, enfin, de rencontrer les familles. Alors, mon trajet, pour dire un peu où j'en suis, effectivement, je suis psychiatre et thérapeute familial, bien que maintenant plus thérapeute familial que psychiatre. Euh, Comment c'est né tout ça? C'est né dans les années 80, où parti d'un modèle qui était un modèle psychodynamique, une formation psychanalytique, hein, classique, euh, en 83-84 est sorti un livre qui a changé une partie de ma vision psychiatrique et beaucoup de collègues aussi. Ce livre, c'était La logique de la communication. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Logique de la communication, du Bateson, Gregory Bateson, Václavic. Voilà, c'était l'école, ce qu'on a appelé l'école de Palo Alto. D'ailleurs, quand j'ai eu ce livre en main,
qui avait rien à voir avec ce que j'avais appris jusqu'à là, qui parlait de système, de rétroaction, de feedback, d'hypothèses, et qui disait que la schizophrénie n'est pas seulement qu'une maladie du cerveau, c'est aussi un effet de pression familiale, enfin, d'un mode de fonctionnement familial qu'il disait dysfonctionnel. C'est-à-dire que le schizophrène, en fait, a vécu, et c'est vrai qu'on peut le vérifier encore maintenant, a vécu dans un univers qui est un univers dysfonctionnel. C'est quoi un univers dysfonctionnel? Ben, c'est un univers où, par exemple, à l'époque, ce qu'il disait, c'était l'univers où existaient des double binds. Double binds, c'est-à-dire les parents, ou la mère en particulier, enfin, ils se sont beaucoup acharnés sur la mère d'ailleurs. La mère demandait un truc et niait de la même manière qu'elle demandait quelque chose, à un autre niveau, elle le niait. C'est là où ils ont développé ce qu'ils appelaient le langage analogique et le langage digital, c'est-à-dire la manière dont les gens s'expriment vaut tout autant ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'en psychiatrie, bon, c'est facile à vérifier, hein. Vous avez des gens qui, euh, qui s'exprimaient d'une certaine manière, en particulier sur le plan des relations affectives, et qui niaient ces mêmes expressions à un niveau analogique, c'est-à-dire par la manière d'être. Et ça nous a plu, enfin, on était certains tout à fait conquis par ça, et on a commencé une formation, et j'ai fait une formation de thérapie familiale avec Moni El-Kaïm, qui était une personne, un Belge d'origine marocaine, qui a commencé des groupes de formation dans les années 80, qui est décédé il y a quelques années, et qui a formé une grande partie de collègues autour de moi qui sont encore maintenant thérapeutes familiales, thérapeutes de couple. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous... alors, comment j'en suis venu effectivement à penser systémique et à induire la systémie de ma pratique? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je mets le diaporama ou pas? Ou tu peux mettre le début du diaporama, hein. De toute façon, il ne va pas être synchrone avec ce que je vais dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux que je C'est note? un peu la trame. Oui, oui, tu peux le mettre. Euh, donc, pourquoi ça a été important dans ma pratique? Bon, j'ai comme vous commencé donc à l'hôpital, euh, à l'époque, je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. Les patients psychotiques correspondaient au tiers de la file active. Enfin, il y avait un grand nombre de patients psychotiques, qu'on avait le sentiment qu'on les soignait pas trop mal à l'époque. Je pense que ça a changé depuis. Je travaillais en psychiatrie de secteur. J'étais très intéressé par effectivement le développement d'une pratique avec des équipes sur le secteur. Enfin, à l'époque, malheureusement, où j'ai commencé, il y avait 50 kilomètres entre le secteur et l'hôpital de référence. On faisait à peu près tout. On travaillait à l'hôpital, on suivait à domicile les patients. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'était le nombre de rechutes. À l'hôpital, on avait l'impression de soigner convenablement nos patients, mais malgré tout, il y avait beaucoup de rechutes. Et ces rechutes entraînaient des réhospitalisations. Euh, et à domicile, on a tout de suite commencé, enfin, avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, à penser systémique. Alors, c'est quoi penser systémique? C'est, c'est ne plus penser en termes du pourquoi, mais en termes du comment. C'est pas pourquoi il rechute, c'est comment il rechute. Et ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point le retour du patient à domicile était vécu pas toujours très très bien et entraînait une escalade. Alors c'est un terme aussi qu'on retrouve dans la pensée systémique, la notion d'escalade, de symétrie, complémentarité. Complémentaire, ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont. Et symétrie, c'est monter en escalade. C'est-à-dire que le patient, bah, il restait patient d'une certaine manière. Mais il n'était pas vécu comme patient par son entourage, il était vécu comme hostile, comme hostilité. Et donc, vous aviez cette espèce d'embrouillamini, de malentendus et d'escalade symétrique qui aboutissait à la rechute et à la réhospitalisation.
quelle que soit la manière dont on pouvait procéder, si, avec la tendance, bien sûr, à augmenter les doses, par exemple, de traitement. Enfin, on pensait que la sédation serait plus facilement acceptée. Et puis, on- j'avais l'impression, moi, que les idées de Palo Alto pouvaient être une alternative un peu à ces modalités, d'où les premières rencontres avec la famille. Et ce qui est intéressant et amusant par rapport à cette époque-là, c'est que les outils de Palo Alto, c'était de regarder et essayer de comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionne. Et bien sûr, on trouvait plein de double bind, on trouvait bien sûr toutes les escalades symétriques. L'hypothèse qu'on faisait à rebours de l'idéologie de l'époque, qui n'a pas tellement changé, c'est qu'on pensait que la famille était compétente, est compétente. Il y a un ouvrage que je vous conseille de lire qui a pas pris une ride, qui s'appelle La compétence de la famille de Guy Oslo, un psychiatre belge qui était thérapeute familial. La compétence de la famille, c'est-à-dire refuser de faire ce que les collègues de formation psychanalytique, je fais moi-même une formation psychanalytique, mais j'ai beaucoup d'estime pour la famille et je ne crois pas que ce soit très valable encore maintenant de, de, de- comment dire, déstabiliser la famille ou de lui faire des reproches ou de faire des injonctions sur la manière dont ils doivent être. Il faut les accepter. C'est ce que j'ai appris moi, dans ma pratique de thérapie familiale, ce que j'appelle l'alliance. Ouais, écoute, tu peux commencer à mettre les premières. Alors, oui, j'ai commencé à ce moment-là, justement, à comprendre les choses en termes intergénérationnels. Alors, puisque le thème aujourd'hui, c'est transmettre au niveau de la famille, euh, ce qui m'a intéressé, et ce que j'ai repéré assez vite, hein, maintenant ce thème de l'intergénérationnel est à la mode. euh, Nous, on a travaillé comme thérapeute familial sur le mythe de la famille. C'est-à-dire que chaque famille a un mythe qui est pas forcément ancré dans l'intergénérationnel. Mais c'est quoi un mythe? C'est une pensée de fonctionnement. Chez nous, on est comme ça, pas comme ça. Donc ce mythe est à la fois, c'est des récits conscients qui circulent dans la famille, mais bien sûr inconscients, ainsi que des rituels, ainsi que... Il y avait une notion qui était très chère aux thérapeutes familiaux, toujours, c'était la notion d'équilibre, la notion d'homéostasie. Vous savez, l'homéostasie, c'est Claude Bernard en physiologie, c'est-à-dire que c'est l'équilibre. Quand quelqu'un va mal, bah, tout le monde le ressent. La psychiatrie s'est beaucoup intéressée à la personne psychiatrique, entre guillemets, et a considéré les liens avec la famille dans un deuxième temps, souvent sous un mode, il faut bien dire, de culpabilisation. Alors, d'emblée, on s'est intéressé à la transmission intergénérationnelle à travers donc ces récits inconscients mais conscients et des rituels, manière d'être, phénomènes observables. Euh, la transmission intergénérationnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe, et ça c'est important de retenir, une transmission intergénérationnelle et une transmission transgénérationnelle. C'est quoi la différence? Intergénérationnel, c'est entre deux générations, et transgénérationnel, c'est quelque chose qui peut traverser les familles. Par exemple, quand il y a un événement comme la guerre de 14, la guerre de 39-45 qui a, qui a traversé une génération, et ben les deux, trois générations d'après peuvent être touchées encore par les deuils qui se sont produits lors de traumatismes graves. Et je dis ça parce que je pense que les notions de traumatisme, genre, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, sont très actuelles, hein. La question à travers les vécus traumatiques qu'on a vécus ben, justement en 2015 et depuis, il y a beaucoup de choses qui effectivement sont observables dans cette transmission intergénérationnelle. Il y a des thématiques comme la guerre refont surface. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses qui sortent à propos d'intergénérationnel. Voilà, bah, la diapo suivante. Donc, vous voyez un peu ma démarche, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est parti d'un choc intellectuel, si je peux dire, ou théorique sur le fonctionnement de la famille, le comment et pas le pourquoi, la question du mythe familial,
Et c'est comme ça que finalement, qu'on a commencé à penser la psychose, non pas comme simplement une maladie intrapsychique, mais aussi quelque chose qui concerne les relations interpersonnelles. Oui, d'ailleurs, et on a bien évolué par rapport à ça. À l'époque, on ne s'intéressait pas tellement d'ailleurs à la maladie en soi, c'était la boîte noire, hein, la fameuse boîte noire qu'on nous a beaucoup reprochée. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais interne. Les psychiatres de formation psychanalytique me tombaient dessus. Ils disaient, c'est quoi ton truc, relation, feedback, c'est quoi, c'est comportement. On nous accusait d'être comportementalistes. C'était une bagarre, vraiment une bagarre. Actuellement, ça s'est pacifié. De toute façon, il y a eu un raz-de-marée, ça a été prédit il y a 15 ans, 20 ans, un raz-de-marée biosomatique, hein, je sais pas, qui fait que maintenant il n'y a plus de conflit. Enfin, je sais pas, on en parlera. Enfin, l'intergénérationnel, donc le passage entre les générations, le transgénérationnel, idée de passage au travers, c'est-à-dire des grands chocs familiaux peuvent transpirer. Moi, par exemple, j'ai travaillé en consultation dans un organisme qui s'appelle l'OSE sur la transmission de la Shoah. Et c'était incroyable comment des petits-enfants ressortaient des anecdotes qu'ils avaient entendues de leurs grands-parents ou dans le discours familial, et que ça avait traversé 3 générations. Tout est transmis, tout ce qui est explicité, en particulier ce qui est caché. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment des enfants, des petits-enfants peuvent dire des choses qu'ils ont entendues, pas seulement de leurs parents, mais également de leurs grands-parents. Tu peux avancer. Donc, rechute, réhospitalisation, rencontre avec la famille, mise en place d'une pensée qui admet la compétence de la famille. Donc, finalement, dans l'organisation sectorielle, c'était intéressant de travailler donc à ces différents niveaux, ce que j'appellerais moi l'intrapsychique, hein, qui intègre bien sûr un fonctionnement où la psychodynamique est tout à fait admise et tout à fait présente, hein. Il ne s'agit pas de remplacer la psychodynamique par la thérapie familiale, loin de là. C'est vraiment travailler à multiples niveaux, travailler au niveau individuel, au niveau familial. Intérêt aussi pour l'intergénérationnel et transgénérationnel. Dans cette pratique-là, on a découvert beaucoup de choses. On a découvert, toujours à cette époque-là, dans les années 80-90, les secrets familiaux. Les secrets familiaux, la loyauté familiale, c'est un concept qui est beaucoup utilisé, que j'aime beaucoup, moi. La loyauté familiale, c'est comment les parents, les enfants, tout ça sont pris dans des liens de loyauté. Alors, il faudrait que je donne quelques exemples un peu de loyauté, de secret. Euh, je vais donner plusieurs exemples qui m'ont marqué à l'époque. Je reçois en urgence une famille avec une adolescente, avec un discours extrêmement rejetant de la part des parents qui supportent plus l'adolescente, qui veulent qu'elle soit hospitalisée, qui a d'ailleurs elle a menacé de faire un passage à l'acte, de suicide, donc ça vous concerne aussi. Vous pouvez avoir ce genre de cas. Et l'adolescente, à un moment de l'entretien, me dit, est-ce que je peux vous recevoir, est-ce que vous pouvez me recevoir? J'ai des choses à dire seul. Donc on la reçoit et elle nous parle de son père qui a actuellement une maîtresse, enfin c'est comme ça qu'elle a exprimé, et qu'elle ne les supporte plus, elle ne le supporte plus en lui en particulier parce qu'il a trahi la famille, elle pleure. Donc voilà, nous sommes pris dans un secret, hein, ce qu'on appelle un secret. Elle est au courant d'une relation de son père. Et quand on est revenu, alors intéressant ces secrets parce que les choses ont beaucoup évolué autour de ces pratiques-là. Et dans la discussion, ça serait intéressant qu'on en parle. Parce que le dilemme du thérapeute, c'était du praticien, hein, c'est même pas une situation de thérapie familiale, le praticien d'urgence. C'était de qu'est-ce qu'on fait? On dit le secret ou on accepte la demande de la famille, la demande officielle d'hospitalisation. En fait, on a été très partagés, on a fait part de ce partage.
On a dit à la famille, écoutez, votre adolescente nous a dit des choses qui nous posent problème à nous, parce que si on ne peut pas parler de ces choses qu'elle nous a dit, on ne voit pas comment on peut vous aider. Et en fait, on a compris assez vite la réaction de la famille. Le père a rougi parce qu'il s'est douté que la fille était au courant de ce qui se passait pour lui. Et puis finalement, il n'y a pas eu de suite. Je ne me rappelle plus vraiment dans le détail. Une autre histoire, je reçois une famille, alors cette fois-ci en posture de thérapeute familial, avec mes collègues. Une grande famille avec des enfants agités, sympas et tout. Et bien sûr que nous, on travaille beaucoup avec le génogramme. C'est un outil, on travaille éventuellement la première ou deuxième fois. Enfin, un génogramme, c'est-à-dire on prend un storyboard et on leur demande de faire l'arbre généalogique. Et donc chacun fait l'arbre généalogique. Et en fait, le père d'emblée avait stigmatisé sa femme qui avait une histoire familiale difficile et tout, qui était déjà la patiente identifiée de cette famille. Nous, on parle beaucoup de patients identifiés, c'est-à-dire on ne parle pas de malades, on parle d'un système qui identifie, c'est-à-dire qui pointe enfin, qui pointe les problèmes du côté de quelqu'un. Et là-dessus, dans le génogramme, on se rend compte, le père, mais très vite, il parle d'un décès d'une personne très tôt. Et il y a un enfant qui met le doigt et qui dit, mais c'est quoi ça, papa? Et le père dit, il est très gêné, il dit, ah bah sérieux, en fait, il avait un grand-père qui s'était suicidé. Euh, bon, je ne me rappelle plus ce qu'on a fait exactement de cette information, mais la famille vient avec une problématique des enfants qui sont intenables et autres. Le père d'emblée accuse la mère et, et nous délivre, et on le remarque, alors qu'il ne voulait pas qu'on le remarque, et un secret familial du suicide de son père ou grand-père, je ne me rappelle plus. Vous voyez, c'est une information choc, dont les thérapeutes familiaux se saisissent, non pas pour en dire quelque chose, mais pour mettre en doute, justement, ce que j'ai appelé tout à l'heure le mythe familial. Ça, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de familles mythiques. C'est quoi une famille mythique? C'est une famille qui vous dit, qui vous dit par exemple, je reçois un couple de parents dans une histoire psychotique, ils ont une enfant qui a posé beaucoup de problèmes aussi au service. Et le père dit toujours, moi j'ai des racines, sa femme est juive, il est plein de suicides, la Shoah dans son histoire. Et le père, il a des racines et autres importantes, c'était son terme, j'ai des racines normales, françaises et tout. Et en fait, au cours de l'entretien et du génogramme, on se rend compte que il a coupé avec ses deux enfants parce qu'il a trahi sa femme, il est parti avec donc l'autre femme. Donc il nous apporte tout un coup des informations qui contrastent complètement avec l'idée mythique qu'il a de lui, de son fonctionnement et du fonctionnement de sa famille. Vous pouvez m'interrompre, hein? Je ne vais pas faire un exposé. À ce niveau-là, vous arrivez à suivre? Vous m'arrêtez si je... Voilà, qu'est-ce qui est transmis, puisqu'il s'agit du thème de la transmission. Donc, déjà, il y a je dirais un postulat ou un problème, enfin, ce que vous voulez, tout est transmis. Et c'est pas seulement transmis, disons, volontairement au sein des familles, c'est même involontairement, même inconsciemment, des attitudes d'être, des gestes sont intégrés. Et ça, on le rend bien compte à travers l'observation de l'enfant. Enfin, comment l'enfant absorbe un peu, ce que j'appelle l'héritage familial. Qu'hérite-t-on de nos parents, de nos grands-parents et qu'allons-nous ou qu'avons-nous à transmettre à nos enfants? Hein, parce que beaucoup de gens se posent la question de la transmission, mais en fait, avant même de se poser la question de la transmission, il y a transmission, euh, sans aucun doute. Chaque famille, chaque parent transmet à l'enfant sa façon d'appréhender le monde extérieur, mais également sa façon d'organiser un monde interne. La transmission psychique se situe à des niveaux différents. Donc, c'est même pas la peine de se poser la question, comme ça se fait, comme on voit des articles dans la grande presse sur qu'est-ce qu'il faut transmettre à ses enfants ou petits-enfants. De toute façon, euh, plus on sera gêné dans la transmission de certains détails et autres, plus les enfants seront intéressés, les enfants, les petits-enfants seront
seront intéressés par justement par ces problèmes de la transmission. Tu peux avancer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les secrets, la loyauté familiale, qu'est-ce qui est transmis, les règles de fonctionnement, hein, les règles conscientes ou inconscientes, je sais pas, la manière de s'organiser en famille, la manière les repas, les fêtes, les particularités. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les familles, c'est que je pose pas la question obligatoirement. Je veux dire, je vois les choses. Je me rappelle de collègues qui avaient fait un travail suivant, qui était de filmer les débuts de séance. Ils filmaient que les débuts de séance. Et en fait, ils nous ont montré un travail justement sur les règles, c'est-à-dire on voyait qui avait l'habitude de prendre la parole, le premier, qui se taisait tout le temps. Donc les règles, elles sont vraiment plus implicites à la limite qu'explicites. Là-dessus, bien sûr, il peut y avoir des traditions familiales, des traditions culturelles. Moi, j'ai appris grâce à la thérapie familiale qu'on ne pouvait pas recevoir les gens n'importe comment. Je me rappelle d'un patient kurde que j'ai reçu malheureusement dans le service après des Henri Collin et des décès. Ça m'a beaucoup aidé de voir des grands thérapeutes fonctionner parce que moi, je fonctionnais à l'aveugle, comme on fonctionne de manière générale. C'est-à-dire que je tenais pas compte de la spécificité kurde. Je savais même pas de Kurde d'où, parce que les Kurdes sont éclatés dans plusieurs nationalités. Et je crois que ça a beaucoup changé les choses quand j'ai commencé j'ai pris un globe, je me rappelle plus, et je lui ai demandé de situer son pays sur le globe terrestre et de me parler de ses coutumes et autres. Le patient, en l'occurrence, il avait tué un enfant et blessé sa belle-mère, qui avait à peu près son âge, d'ailleurs, parce qu'il supportait pas qu'on se moque de lui. C'est vrai que, enfin, il avait une espèce d'insuffisance intellectuelle, mais très minime, hein. D'ailleurs, il a montré après qu'il pouvait s'adapter, apprendre le français, régler beaucoup de choses. Mais en fait, chez les Kurdes, effectivement, il faut pas dire n'importe quoi. L'honneur, c'est très important. Ce patient, d'ailleurs, il m'a raconté un jour une histoire d'un mariage où il a été, je sais pas quoi, il y a eu une bagarre et tout le monde est mort. Enfin, ils ont tué 30 personnes dans le mariage. Donc l'honneur, j'ai bien compris la portée de son crime. Enfin, il n'avait pas supporté. Donc le mythe familial, c'est ça. C'est l'ensemble des croyances partagées par les membres d'une même famille. On n'est pas anthropologue en même temps, on va pas, mais on va avoir une écoute sur des choses qui. Alors, il y a une approche particulière, je dirais bien, en thérapie familiale qui nous a beaucoup intéressés, qui m'intéresse toujours, c'est celle qui mixte un peu des concepts psychodynamiques, psychanalytiques, et l'approche systémique. C'est l'approche de Borzo Meninelli, c'est un psychanalyste hongrois. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est que lui, pour lui, dans une famille, il y a un livre de compte. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait ou mal fait dans la famille, c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. D'ailleurs, son titre de livre, c'était Les loyautés invisibles. Et il y a des familles qui ont des comptes. Alors, je dis, toutes les familles n'ont pas de compte, ou il y a des familles avec beaucoup de comptes. C'est-à-dire qu'on règle des comptes de génération en génération. Le grand livre des comptes Bersomani-Nagy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on règle des comptes qui ont fonctionné de génération en génération. Il y a ce qu'on appelle des ardoises. Vous connaissez ce terme d'ardoise à payer? Ben, c'est un concept qu'il a repris et ce qu'il appelle les ardoises pivotantes. C'est-à-dire que parfois, un enfant issu de la troisième génération va régler les problèmes de la troisième ou quatrième génération avant lui. Il doit les payer inconsciemment. Il doit réussir là où son père ou son grand-père a échoué. Il- ou alors il se situe, bon, on rencontre ça aussi dans certaines familles, dans cette famille-là, on n'échoue pas. Ou alors il faut reprendre le commerce familial, et ben lui il va s'en détourner. Alors, ce grand livre des comptes, ce serait intéressant dans la discussion d'en parler avec vous, parce que ça pouvait fonctionner avec certaines générations d'avant, où effectivement la transmission était rigide. Maintenant, les transmissions sont beaucoup moins rigides. Pourquoi? Parce que les familles ne vivent plus sous le même toit, parce que les familles sont parfois éloignées
de centaines de kilomètres les unes des autres, donc il n'y a plus ce poids. Mais dans certaines traditions culturelles, le Grand des comptes, ça fonctionne. Si on s'intéresse tout petit peu à l'ethnopsychiatrie, bah, là, on va trouver effectivement des contes, les familles africaines, par exemple. Donc, il parle de dette familiale, de mérite, chaque génération ayant pour devoir de rééquilibrer ce qui a été déséquilibré dans les générations précédentes. Tout à l'heure, je voulais dire à propos de l'approche familiale, dans le service où je travaillais, on était pas mal à être formés, enfin, il y avait une tradition d'approche systémique dans le service. Et donc, ça a été assez facile d'utiliser l'outil systémique, non pas la thérapie familiale, mais l'outil systémique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on avait des admissions de patients jeunes, on mettait en place, quand c'était possible, un premier entretien familial. Et c'était vraiment intéressant de voir dans quel contexte, toujours le comment, le patient hospitalisé, qu'est-ce qui se passait dans la famille. Et il nous est arrivé très fréquemment de voir que au même moment où le patient décompense sa psychose, entre guillemets, il se passait des choses graves, chômage d'un parent, menace de séparation. Ce sont des informations, ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser tout de suite, mais c'est intéressant de voir dans quel contexte survient. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire sur la question des dettes, des mérites, du mythe familial. Donc, retenez ces notions d'ardoise pivotante. C'était un enfant peut avoir à payer sur le plan psychologique ou social des dettes constituées au fil des générations. On appelle ça la balance des comptes. Ça renvoie aussi sur l'homéostasie. L'homéostasie, c'est plus direct, c'est-à-dire que il y a un phénomène qu'on observait souvent, c'était qu'au moment où le patient était traité et allait mieux, il y a un autre patient où enfin, quelqu'un allait mal. Ça, je l'ai vu des centaines de fois. Je me rappelle une famille, je me rappelle plus pourquoi d'ailleurs, qui était venue nous consulter pour un patient identifié. On fait une séance et on remet la problématique parce que les parents, finalement, ils admettent qu'ils ne s'impliquent pas suffisamment. Le père travaille, la mère travaille, l'enfant est un peu laissé à lui-même et autres. Et puis, on est assez content de nos hypothèses. On a l'impression que la famille va se changer. Et puis, la fois suivante, 3 semaines après, ben, ils disent, mais aussi, on voulait vous parler de son petit frère. Il commence à être insupportable. Et il y a des familles qui se relaient. Où vous avez les enfants qui se relaient les uns après les autres. À ce niveau-là, on peut déjà commencer à travailler. Enfin, travailler. Je fais un lapsus à discuter. Est-ce que ces deux notions, est-ce que je vais est-ce que ça va? Enfin, vous connaissez tout ça déjà? Oui. Ouais. Pour ceux qui sont chez eux, on a un QR, questions et réponses. Vous pouvez y intervenir. En tout cas, moi, ce que je peux considérer, c'est que pour moi, dans mon expérience et des collègues aussi, ce savoir-là, enfin ce savoir, est-ce qu'il s'agit d'une savoir ou d'une pratique ou d'une expérience, a été fondamental. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout vu les choses, parce qu'en fait, penser systémique, c'est penser en termes de complexité. C'est plus penser que la maladie entraîne ou tel comportement, c'est penser la maladie entraîne tel ou tel comportement qui vont rétroagir. Quand je parlais de thérapie familiale, quand je présentais ça, je présentais souvent la question de la rétroaction aussi importante, voire plus importante que la première réaction. Le A entraîne B, c'est-à-dire que la maladie entraîne tel ou tel comportement, mais tel ou tel comportement entraîne des réajustements au niveau de la famille. Donc c'est ce qu'on appelle un changement épistémologique dans la manière en pensée systémique, par exemple, le comportement d'un membre n'est pas la cause du comportement des autres membres, et cela parce que chaque membre influence les autres et est aussi influencé par eux. C'est-à-dire que la maladie psychiatrique, elle influence à la fois un membre qui va influencer les autres membres,
qui vont rétroagir sur le membre concerné par la schizophrénie, en termes de rechute, par exemple, ou en termes de stabilisation. Et la pratique donc de la thérapie familiale, que je vais développer ce matin, se concentre sur les phénomènes d'interaction et de communication. Hein, on nous a accusés d'être comportementaliste, ce qui n'est pas tout à fait. Non, on ne manipule pas la famille. On essaie de comprendre effectivement les fonctionnements en termes de relations. Alors, je vais un peu lister les. Oui, tu peux essayer d'avancer, ouais, tout petit peu. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le trauma. Euh, Le problème du trauma, c'est une actualité, hein, c'est que la transmission, elle concerne pas seulement ce que dit une génération à celle qui la suit, mais le trauma, par exemple, euh, il y a quelque chose qui vient détruire un dialogue interne, empathique de la communication. C'est-à-dire que rares sont les familles, ça existe bien sûr, il y a même des ouvrages, il y a même des choses autour de la transmission traumatique. Mais en général, euh, les choses vont être transmises telles quelles, mais il y a quelque chose qui spécifie le trauma dans une destruction de ce qu'on appelle la transmission. On a beaucoup de mal à transmettre des choses qui ont été extrêmement traumatiques. Un trauma massif ne peut être saisi parce qu'il n'y a ni mots ni catégorie de pensée adéquate pour sa représentation. Hein, on voit avec j'ai eu à m'occuper, moi, quand j'ai arrêté dans le service, j'ai commencé à travailler avec les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique, et c'est assez frappant dans ce qu'on a pu observer, la difficulté de nommer ce qui s'était passé autour du trauma, la difficulté justement d'élaborer, hein, et l'envie, bien sûr, et c'est ce qui est normal, de passer à autre chose, qui n'était pas toujours facile à réaliser. Les traumatismes graves ne se transmettent pas seulement de la même génération, mais également à la deuxième génération, voire à la troisième génération. Euh, Voilà, il y a l'exemple de la Shoah, mais on peut donner l'exemple des guerres, des deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, hein, qui ont marqué des générations et qui continuent à marquer des générations. La preuve de la quantité d'émissions, de films. Alors, le thérapeute familial, lui, qu'est-ce qu'il a comme, disons, comme philum théorique? La première des choses, c'est l'impossibilité de ne pas communiquer. C'est-à-dire que la communication, c'est pas simplement ce qu'on dit. Même si on ne dit pas les choses, on communique. On communique, on ne peut pas communiquer. Et qu'on communique, qu'il y a quelque chose qui gêne dans la relation. Par exemple, moi, je suis quand même attentif, j'espère, à ce que vous pensez de ce que je dis. Et j'essaie d'être clair parce que, donc, je communique. Et même quand vous communiquez par votre silence, vous communiquez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous suivez ou ne suivez pas? Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Les deux aspects que je trouve fondamentaux, communication digitale et analogique, hein, c'est-à-dire apprendre à voir. Et ça, j'avais lu, enfin bon, passé sur, j'avais lu un témoignage qui avait beaucoup intéressé mon époque d'un anthropologue américain. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, sur les tribus indiennes. Et, euh, et il a essayé d'apprendre ce qu'était la pensée yaqui, donc d'Indiens d'Amérique latine, et en particulier certains rituels euh, où on lui disait tu peux mourir si tu pratiques pas ce genre de choses. Par exemple, il faudrait que tu trouves ta place, euh, pour survivre à ce qu'on va t'enseigner. Et le type va passer une nuit à chercher sa place, et puis finalement il va s'effondrer. Et le lendemain, il va dire au sorcier, écoute, j'ai pas trouvé ma place et autres, j'aimerais bien que tu m'aides pour trouver ma place. Et le mec lui dit, écoute, ta place, tu l'as trouvée, c'est là où tu as dormi, sinon tu serais mort. Donc il y a des transmissions, là aussi c'est un bel exemple de transmission de cette question de la place.
Alors, j'ai donné quelques noms d'auteurs, mais bon, je vais continuer. Donc, communication digitale et analogique. Ok. Donc, l'analogique, elle est aussi importante. Et je suis sûr que vous vous en rendez compte vous-même quand vous parlez à vos interlocuteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce qui compte, c'est bien sûr leur réaction. Donc, même dans le silence. Rétroaction, donc voilà, toute relation se fait en termes de symétrie, c'est-à-dire vous communiquez et vous avez un retour. Les règles, donc c'est des choses qui sont fixes dans des fonctionnements, des règles, il y a des règles conscientes et des règles inconscientes. Ah oui, il y a une notion dont je n'ai pas encore parlé. Il y a une chose qui m'a... C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai créé les groupes familles. La psychose isole complètement. C'est-à-dire que les familles auxquelles j'ai eu affaire à l'hôpital et les familles psychotiques, la psychose, il y avait des gens qui ne voyaient plus personne. C'est très impressionnant. Et en fait, et d'ailleurs pour le psychotique, le lieu de soin peut devenir le seul lieu dans le service où je travaillais, bah, il passait de l'hôpital de jour au CMP, du CMP aux appartements thérapeutiques, des appartements thérapeutiques. C'est un maillage institutionnel. Alors, c'est vrai que mes prédécesseurs de du secteur privilégiaient beaucoup ça parce qu'ils avaient mis le doigt sur le fait que dans une famille de psychotiques, le patient, bah, il passe du lit ou de la cuisine ou de la chambre à l'hôpital. Donc, ils ont mis en place des structures qui permettaient justement de rencontrer d'autres personnes, donc de s'ouvrir. Et une notion qui est très importante pour le système ici, c'est le système ouvert et le système fermé. Nous, notre but, c'est d'ouvrir à la communication, d'ouvrir à la relation et de faire en sorte que les patients et leurs familles puissent s'ouvrir. La notion d'homéostasie, donc d'équilibre, hein, c'est-à-dire que quand vous soignez, vous déstabilisez un équilibre qui s'est installé autour de la maladie. Le problème de la psychose, c'est beaucoup ça, en particulier la psychose chronique, enfin la psychose qui évolue dans le temps en figeant les choses, parce que en fait, c'est pas simplement le patient qui est figé, qui fige les choses, c'est son entourage qui va aussi, sur le plan homéostasique, se figer. Symétrie, complémentarité. Symétrie, donc, c'est monter en escalade. Complémentarité, c'est les positions basses. Dans les thérapies de couple, par exemple, c'est flagrant. Euh, Moi, j'ai beaucoup à faire et j'en parle beaucoup à des couples qui n'admettent pas la vérité de l'autre. Chacun défend son hubris et donc ils montent en escalade chacun. Je veux dire, les couples qui changent, enfin, ouais, qui évoluent, c'est les couples qui peuvent accepter leurs torts, leurs raisons, qui cessent de se battre. Moi, j'ai eu des couples sur des années qui étaient un combat, donc un combat symétrique. Une autre notion, la ponctuation. C'est quoi la ponctuation des événements? C'est la manière dont une famille ou des couples va vous ponctuer, c'est-à-dire ils vont vous dire ça a commencé tel jour, j'ai senti que ma femme faisait telle chose tel jour, puis j'ai adapté ma conduite. Ce qu'on appelle la ponctuation des événements. Dans le travail que vous allez faire, il faut remettre en cause cette ponctuation. Il ne faut pas que cette ponctuation devienne une règle. Je vais m'énerver parce que je sais que chaque fois que je dis ça, alors, à Palo Alto, ils ont observé la question des effets d'aggravation, de rétablissement. Ils ont constaté que le rétablissement d'un patient entraînait souvent l'aggravation de l'état des autres membres de la famille. Par exemple, dans l'addiction, moi je me rappelle d'un patient, ça m'avait beaucoup frappé, un patient qui était addict, qui avait une addiction grave et autre, avec deux parents séparés. En fait, on avait du mal à soigner ce patient parce qu'il rechutait constamment. Au moment de chaque rechute, en fait, ces deux parents qui étaient séparés se réunissaient pour aller le voir. Finalement, c'était devenu un système. C'est-à-dire à propos du comment ça marche, pourquoi ce patient ne guérissait pas, parce qu'il faisait en sorte, peut-être inconsciemment, de réunir ces deux parents qui étaient séparés, mais en fait qui s'entendaient bien et qui se retrouvaient à l'hôpital ou au CMP pour discuter de ce patient qui voulait pas s'en sortir, qui n'était pas motivé pour s'en sortir. Mais analogiquement, c'est comme une danse. C'est-à-dire que plus les parents étaient ensemble, plus le patient rechutait au lieu de s'en sortir.
Bon, les constats, enfin, je ne sais pas si je dirais ça encore maintenant. La mise en place, c'est vrai que dans le travail qu'on a commencé à faire, il y avait un travail à deux niveaux dans le service où j'étais. Il y a un travail de thérapie familiale proprement dite, c'est-à-dire que les familles qu'on avait pu recevoir à l'hôpital, finalement, il y avait pas mal qui acceptaient de continuer à nous voir au CMP. Donc là, cette fois-ci, ça devenait une thérapie familiale dans la mesure où le setting, le dispositif changeait. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on travaillait avec quelques infirmiers et le médecin, moi en l'occurrence. Et puis au CMP, bah, il y avait d'autres collègues, co-thérapeutes, il y avait une équipe de thérapie familiale, et on commençait à travailler le génogramme, par exemple, pour faire des hypothèses sur le fonctionnement familial. Et c'est vrai qu'on en a vu beaucoup. Et c'est vrai que ce travail-là, alors, il n'y a pas eu de recherche et de notre part, mais il y a eu des recherches sur la littérature. Moi, j'ai travaillé, participé à plusieurs conférences de consensus sur le travail avec la famille dans la psychose. Il y a des travaux français, ils ne sont pas très nombreux. Mais par contre, il y a des milliers de travaux, même en Chine. Et des travaux sur l'avantage du travail avec la famille dans l'évolution de la psychose, bah, tous disent la même chose. C'est-à-dire que si vous continuez à voir la famille après l'hospitalisation en ambulatoire, eh ben, il y a moins de rechutes, voire ils acceptent plus facilement de prendre leur traitement. Enfin bon, donc il y a vraiment une positivation. Est-ce qu'on discute? Allez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça vous suggère, vous, par rapport à votre pratique? Qui veut se lancer? Je travaille en gériatrie et c'est un Il faut peu que je comme parle. en pédiatrie. Ouais. C'est difficile d'éviter les familles dans une institution. Euh, elles viennent, elles ont des demandes, etc. Et juste le constat clinique, c'est quand par exemple, les familles sont dans une grande revendication, des demandes, mécontents. euh, Quand quelque chose se passe pas bien, en fait, il y a que les moments où on arrive à faire alliance avec eux, c'est-à-dire les écouter, à prendre du temps, même s'ils sont très agressifs et attaquants. En fait, on arrive souvent à améliorer un peu les situations pour tout le monde, en fait, quand on a ce temps de recevoir les familles. Et on l'a de moins en moins, j'ai envie de dire, ce qui est embêtant. Mais en fait, moi, j'ai vu plein de situations qui démarraient très mal et qui ont pu s'apaiser parce Très que mal, c'était. C'est quoi? des situations où, par exemple, une personne âgée arrive et assez rapidement se dégrade dans l'institution. Donc, pour la famille, c'est l'entrée en institution qui a été, qui est délétère. Donc, ils sont pris dans la culpabilité d'avoir placé un parent. Mais souvent, cette culpabilité, elle est projetée sur l'institution. Moi, je suis venue, je vous l'ai confiée pour que vous en preniez soin, et regardez dans quel état elle est au bout d'un mois. Et je pense souvent des gens avec des troubles cognitifs qui étaient sur le bord à la maison et ça tenait plus, sinon il n'aurait pas été placé en EHPAD. Mais où finalement, ben, peut-être l'adaptation s'était tirée trop fort sur des réserves qui étaient comme ça un peu limites. Et on a des patients qui, dans un premier temps, ben, vont moins bien, quoi. C'est-à-dire, ça continue d'évoluer négativement et avec des familles qui, là, à ce moment-là, voilà, décident qu'on est les coupables, les responsables, etc. Et là, si on ne fait pas un travail avec la famille, c'est impossible Bien sûr. d'arrêter l'escalade. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas parlé de gérontopsychiatrie, alors que moi j'ai travaillé en gérontopsychiatrie et j'ai observé un certain nombre de choses sur l'évolution déjà du couple de personnes âgées. Dans l'évolution du couple de personnes âgées, il y a ce qu'on appelle votre complémentarité, souvent l'inversion de la complémentarité. C'est-à-dire que l'élément qui était l'élément fort du couple devient finalement, dans la traversée démentielle, enfin dans l'involution démentielle, devient l'élément faible. Et donc la femme ou l'homme, enfin, en général c'est la femme qui était dominée, entre guillemets, ou soumise, entre guillemets, devient l'élément fort. Ce qui induit l'agressivité, ce qui induit des difficultés parce que
le couple n'est pas préparé à ce changement, un changement notable. J'ai aussi vécu comment l'évolution du grand âge induit, justement par rapport à ces mythes familiaux et ces fonctionnements de règles, des changements importants. J'ai une famille, par exemple, que j'ai suivie à la demande des enfants qui étaient des éducateurs, par exemple, qui m'ont téléphoné un jour sur l'équipe de thérapie familiale de Charenton en disant, écoutez, il faudrait qu'on puisse vous voir en famille. On a des problèmes parce que nos parents se séparent. Et les parents, ils avaient quel âge? Ils avaient plus de 80 ans. Et, bon, c'est la première fois qu'on recevait une famille dans ce contexte-là, de conflits importants entre les parents. Et ce que j'ai retenu de cette famille, c'était incroyable parce que le père était un ancien colonel, très rigide, qui supportait pas sa femme, qui reprochait à sa femme le fait qu'elle se soit pas bien occupée de lui, qu'elle n'était pas douce, pas gentille et tout. Et le père avait reçu, donc il avait quitté le domicile conjugal, il était hébergé par sa fille. Il avait donc, c'était une fratrie de trois enfants avec une fille et deux garçons. Euh, L'ambiance était très lourde lors du premier entretien, avec les garçons, vraiment, il y avait deux camps, il y a le camp des garçons et le camp de la fille avec le père. Les garçons s'occupaient de la mère. La mère est une petite dame, toute gentille, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi il en voulait. Et ce qui est intéressant et notable, c'est de voir à la fois le fonctionnement de la fratrie, comment la fratrie avait changé, s'était rigidifiée. Enfin, il devait déjà avoir des choses comme ça avant, j'imagine. Mais la famille était complètement clivée autour du clan des garçons avec le père, le colonel. Et, la fille qui avait pris parti pour sa mère, à juste titre, qui la défendait en disant, regardez, elle a toujours été soumise à son mari, encore maintenant. Et il y a eu comme ça trois, quatre entretiens où on n'a fait qu'écouter. Je veux dire, sans doute ce que vous faites. Je veux dire, on n'a pas été on n'a pas été des thérapeutes familiaux à explorer, à faire un génogramme dans ce genre de contexte. On a écouté. Et heureusement, les choses se sont remises d'aplomb parce que le père, il a eu un grand problème somatique. Il a eu un zonage, je crois, je ne sais plus quoi. Et donc, il a eu besoin de l'aide de tout le monde et les choses se sont restaurées. Et je me rappellerai toujours du remerciement de la maman qui nous a appelés, qui nous a dit merci, vous nous avez bien aidés. On avait l'impression d'avoir rien fait. En fait, tout ça pour dire que le grand âge, c'est beaucoup de remaniement hein, avec toutes ces notions-là, enfin, le mythe familial, les règles familiales, la difficulté de communiquer parce qu'on va vouloir tout régler. Moi, ce qui me frappe aussi par rapport en gérontopsychiatrie, c'est comment c'est les enfants qui ont parfois été les plus maltraités, les plus oubliés, qui vont s'occuper de la maman ou du papa. Et comment les autres qui ont bénéficié, plus qu'on des relations d'aide, d'assistance, bah, finalement sont plus égoïstes, ils sont replis sur eux-mêmes. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant quand on peut, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours travailler, même s'il ne s'agit pas de thérapie familiale. Hein. Je crois qu'il s'agit d'entretiens familiaux, où effectivement, c'est important de connaître un peu la mythologie familiale, enfin, comment la famille fonctionnait avant, pour savoir quel type de problème vous allez avoir. D'autres questions, remarques? Je vais relayer peut-être les questions des personnes à distance. Cécile demande si vous pouvez redonner le nom du psy hongrois qui mêle psychodynamie et systémie. Oui, oui. De toute façon, il sera dans euh, les Sur les diapos, slides. là. Ouais. Donc, c'est Borzomeni Nagy. B-O-Z-S, Borzomeni Nagy. Je pourrais le mettre. Oui, il faut le mettre parce que moi, Je je vais vais. remonter la vidéo sur YouTube. Vous recevrez le lien. Ça marche. Merci beaucoup. Mathilde qui dit le son reste bas. Vous aurez peut-être vu, j'ai fait un sondage. Apparemment, il y en a un quart d'entre vous pour qui le son n'était pas terrible. Ah oui, J'ai mince. tout essayé, hein. Je suis parti faire de la technique plus loin pour régler le fond de zoom, etc.
On a pourtant investi dans un beau micro. Peut-être que je vais pas parler assez dans le micro. Bah, je ne sais pas si c'est ça. Donc, moi, je l'ai testé. Chez nous, c'était bon. J'ai demandé à des personnes de se connecter. Donc, si vous êtes un quart, je suis vraiment navré si vous avez du mal à suivre. On fait au mieux. Et Marie-Pierre Post, qu'on salue, bonjour Marie-Pierre, qui dit: bonjour, vous ne trouvez pas que dans la littérature actuelle, il y a de plus en plus d'auteurs qui se penchent sur leur histoire familiale, plus ou moins romancée? C'est vrai, il y a Mauvigné récemment, mais c'est pas le seul. Extraordinaire, le Mauvigny. Ouais. Et sur plusieurs générations. Marie-Pierre dit: est-ce que ça ne vient pas illustrer tous les principes on vient d'évoquer? Bien sûr. Non, mais de toute façon, sur le plan sociétal, on passe d'une société très individualisante, hein, où ce qui était promu, c'était la réussite personnelle, l'indépendance, je sais pas, la réalisation de tous ses rêves, à une société qui doit se tourner vers ses origines et donc effectivement les sagas familiales. Moi, je suis en train de finir, je suis fasciné par La Maison vide là, de Mauvigné, où on passe du 17e, 18e, la création d'un domaine, c'est des roturiers, hein, c'est pas des notables, avec une saga familiale, avec un patriarche, Firmin en l'occurrence, avec une femme tout à fait soumise, qui va avoir une fille, Ernestine, je crois, laquelle fille, hein? Marie-Ernestine. Marie, laquelle va malheureusement est passionnée de piano, mais ne pourra pas faire comme le souhaitait son professeur et enfin qu'il adorait, elle va plus jamais pouvoir réaliser ça. Donc elle va vivre une frustration terrible par rapport au piano. Et elle va avoir un enfant avec un homme que la famille lui proposera, qui est une espèce de paysan, Jules, qui va devenir un héros de la guerre de 14. Moi, j'ai adoré. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux. Et malheureusement, ce couple va avoir Marie-Ernestine et Jules vont avoir une enfant. Comment elle s'appelle? Marguerite? Je n'ai pas fini, hein. Mais c'est la catastrophe. Donc on voit très bien que le mariage imposé de Marie-Ernestine par les parents, donc deux générations, vont créer, pas un monstre, mais quelqu'un, mais une personne qui va défrayer la chronique, enfin qui va être puisque le livre se termine enfin en 45, après la guerre. Moi j'en suis à un amant Bosch. Hein, ce qui se faisait pas, quoi, dans une famille où le héros de la famille, c'était Jules, le héros de la guerre de 14. T'as d'autres questions? Ouais. Non, mais c'est un exemple. Mais Mauvigné, ce livre, il est vendu à des milliers d'exemplaires. C'est magnifique, c'est sur le mythe familial, c'est sur toute la construction qu'elle se fait, Marguerite, de son père, qui est un héros de la guerre, et qu'elle se construit toute sa personnalité sur ça, et puis donc le mythe s'effondre. Ouais. Et ça, pour elle, c'est... Ouais. Ouais, moi, je faisais aussi un lien avec cette nouvelle manière qu'on a de comprendre la violence, et notamment la violence intrafamiliale. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus interrogé, euh, mais à savoir sur le comment. Et donc, il y a effectivement des mythologies qui se construisaient autrement, hein, plutôt du côté de la réussite, effectivement, et qui aujourd'hui se construisent dans une compréhension de la reproduction de la violence génération après génération. C'est un peu l'impression que ça donne. Alors, il y a un biais hein, quand on travaille au centre de prévention du suicide, bien entendu. Mais voilà, moi, l'impression que ça me donne, c'est aussi ça. Tu vois, quelque chose où on essaye de comprendre le trauma, oui, mais aussi la violence et sa répétition. On va prendre les questions de nos collègues qui sont loin. Alors, il y a Jessica qui dit: nous sollicitons souvent les familles pour les accompagner dans leur rôle d'aidant, qui contribue à la continuité des soins. Euh, c'est plus une observation qu'une question. Mais je pense qu'on pourra l'intégrer. Parce qu'ensuite, Laurence qui dit: quelle est votre perception de l'évolution des dispositifs de soins vers un objectif de rétablissement et de réhabilitation, par exemple, pour ce qui concerne les familles, au travers des programmes comme Bref, Pro-Famille, etc. C'est effectivement comment on intègre l'encourage, en fait, dans la notion de réhabilitation.
ça rejoint la remarque sur le fait que la psychose isole aussi, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai travaillé longtemps avec l'UNAFAM, avec des programmes. Je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient à l'époque. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on avait besoin de support parce que il y avait vraiment un monde entre la famille et les soignants. Ce monde, c'était nos conceptions très mère du psychotique, père absent, la question du diagnostic, la question de la clinique sémiologique. Donc finalement, on voyait pas la place que pouvaient avoir les dents familiales et autres. Donc il a fallu effectivement, et je crois que des associations comme l'UNEFAM et pas mal de collègues ont participé justement à un travail de symbiose. Le courant de la réhabilitation, moi j'ai fait partie effectivement du courant de réhabilitation français et mondial. En fait, la notion de réhabilitation, elle n'est pas très, elle est, enfin la traduction de réhabilitation, c'est remettre quelqu'un dans ses droits. Une notion juridique, en fait, la réhabilitation. Alors qu'en France, on est resté sur la notion de réadaptation. Et en fait, il y a un monde entre la réhabilitation et la réadaptation. Dans les colloques que l'Association de réhabilitation, française de réhabilitation, qui existe toujours hein, à Lyon, je crois, autour de Lyon, de Franck, euh, la notion de réhabilitation, bah, c'était les équipes qui venaient et leur visée, c'était effectivement de réhabiliter, par exemple, la notion de recover pour le patient, c'est-à-dire remettre quelqu'un en route, quoi, à la fois dans ses droits, dans le social, dans sa maladie. Donc, c'était plus un soin centré sur les médicaments et le rétablissement. Enfin, si, le rétablissement, mais le rétablissement dans ses droits. Les deux notions importantes, c'est rétablissement et réhabilitation. Et c'est passionnant. Hein. Je sais pas si ça fonctionne encore. Alors, il y a Aurélie Calice qui a partagé la bonne orthographe du nom de Borrelia Nagy. Voilà, D'accord, elle l'a Nagy. trouvé. Ouais, Et c'est une ouais. mine. Hein. Bosomani Nagy, c'est une mine, parce que cette notion de loyauté familiale et autres, je pense que ça reste tout à fait valable actuellement. Hein. Et alors, et quel est le titre du livre? Il y en a Qu'est-ce plein. Hein. Si tu regardes Ouais, sur non, non. Internet, il y en a. Moi, j'ai un article qu'elle peut trouver dans la revue Dialogue. Non, je ne l'ai pas pris. Oui, enquête sur le sport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la maison. Non, la question, c'est le titre du roman. Vous l'avez fini, là? Je suis en train de terminer. C'est dur. C'est dur à dire en tout cas. Est-ce qu'on s'attache au personnage quand même? Parce que... Le raconter. Ouais, ça serait dur à faire. Spoiler, ouais. Non, non, mais attendez, c'est vraiment la trame. Non, non, on va pas. Les flores et Paul. Ouais. Non, mais attendez, vous avez 900 pages, tout ça, donc c'est. Moi, ce qui me plaît, c'est l'écriture. Hein? Capable de me rappeler ce que vous venez de dire. Ouais. Non, non, mais c'est. Moi, je trouve que c'est Il Proust. C'est le Proust du XXe siècle, hein, ce livre. Hein. C'est incroyable. Oui, oui, et c'est vrai que c'est pas le seul, quoi. Je reviens sur la remarque de Marie-Pierre, hein, on parle aussi d'autofiction, d'ailleurs, il y a quelque chose ouais, d'une revisite de son histoire, et particulièrement de son histoire familiale, qui serait comme à la mode dans la littérature, on pourrait dire ça, mais je pense effectivement que euh, ce que vous disiez est très juste, quoi, l'idée de euh, on ne s'accomplit plus seul pour soi. Voilà. Absolument. Ce qui est plutôt intéressant dans l'absolu. Après, il faut voir ce qu'on en fait en tant que société, mais toujours la même chose, ça. Ouais. Et je voudrais revenir sur la gérontopsie, parce que j'avais noté des trucs. Le comment, là aussi, est intéressant parce que quand une famille s'adresse à une équipe gériatrique et qu'elle va donc passer son membre âgé, il y a un mélange de sentiments. Je suis pas sûr qu'on les saisisse tous. Je pense que les gens qui sont effectivement expérimentés dans l'accueil peuvent comprendre la culpabilité des familles.
hein, d'avoir à se séparer d'un membre, euh, et l'échec aussi. Comment la personne âgée en veut, même si c'est pas exprimé comme tel, en veut à ses enfants. Donc, il y a la question du passage. Et ça, cette question du passage, on s'y arrête pas toujours. Il y a le passage, effectivement, par la personne âgée en soi, de la compétence à l'incompétence, certaines formes d'incompétence, mais qui reste une compétence à d'autres niveaux, hein, dans la transmission, dans l'histoire, dans ce que cette personne représentait. Moi, je me rappelle dans une maison de retraite, où j'intervenais comme si. J'aimais bien qu'on me dise, une fois, une infirmière me dit, je vous présente Monsieur Attel, qui était ancien directeur de la banque, je ne sais pas quoi. Je veux dire, on m'a pas présenté comme le monsieur gâteux qu'il était, complètement dément. Je veux dire, tous ces gens-là ont une histoire. Et moi, j'étais passionné par les histoires. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu psychiatre. Et je me rappelle d'une femme qui me racontait comment son amant venait la voir parce que c'était à l'abbaye, je sais pas, à Saint-Maur, à la maison de retraite de l'abbaye, il y avait des grandes baies vitrées. Elle était tout le temps devant la fenêtre, devant la baie vitrée. Elle me disait, vous voyez le monsieur là-bas, viens me voir en secret, personne ne le sait. C'était son amant, et je dirais. Et j'adorais ce délire, enfin, ce serait un délire, mais j'adorais enfin, cette espèce de confusion. Une fois, il y avait aussi, je sais pas, une anecdote comme ça, toujours autour du comment. Il y avait une dame âgée qui était totalement démente, et la seule chose qu'elle disait, c'était sous la tombe, sous la tombe, sous la tombe. Et bien sûr, on disait que cette femme, elle était mélancolique et qu'elle voulait mourir et autres. Mais en fait, pas du tout. Elle parlait de son premier mari qui était mort. Elle avait gardé le souvenir de ce premier. Je ne sais plus comment on avait fait le lien, mais on était vraiment sûr de nous, et même de toute façon, si on n'était pas sûr, c'était dire que il y a eu quelque chose d'autre que la pensée mélancolique, la pensée en souvenir de son premier mari était pour nous plus important pour l'équipe, ça réinvestissait. Euh, ça donnait des éléments d'historicité pour justifier, non pas l'antidépresseur, mais justifier qu'on y accorde de l'importance. Oui, je voulais dire un mot des groupes familiaux, puisque dans le service, on a mis en place il y a longtemps, et ça fonctionne toujours, je suis très content, des groupes de famille. Les groupes de famille, c'est essentiel. C'est de la thérapie multifamiliale. C'est très à la mode, il y a beaucoup de publications. C'est développé il y a pas longtemps, une dizaine d'années. Les familles, prenez des familles, là je fais un groupe familial, et c'est génial, c'est prodigieux. La plupart de ces gens étaient complètement isolés les uns par rapport aux autres, et ils se tutoient tous maintenant, ils sont une quinzaine, une vingtaine qui viennent à un certain moment, ils se tutoient, ils échangent leur téléphone. Vous savez, l'autisme, c'est une problématique incroyable, on ne trouve pas de structure, il y a toujours des gros problèmes. Et moi, je suis vraiment consterné du niveau de soins en France, avec des prescriptions dans les services pour autisme, on prescrit des neuroleptiques parce qu'on ne supporte pas les agitations des autistes. Les autistes, par définition, ça ne tient pas en place. Donc, prescrire des neuroleptiques, je trouve ça gravissime. Et ben, le fait que les groupes familiales, ça donne des espoirs. Ils sortent de leur isolement, ils se parlent, ils échangent leurs tuyaux pour les soins. Donc, et à l'hôpital psychiatrique, ce qui était assez passionnant, c'était de voir que les gens se saisissaient les parents se saisissaient de cette opportunité. Et finalement, nous, les soignants, on était vraiment très marginal. Et je ne sais pas si vous savez que maintenant, il y a une notion de père aidant. Hein, il y a des patients. Eh ben, à Saint-Maurice, dans le service, il y a un père aidant famille qui aide les familles je sais pas, à se repérer, à comprendre la schizophrénie, ou je sais pas quoi. Comment, je ne l'ai pas rencontré, ce père aidant. C'est un ancien membre d'une famille que j'ai suivi pendant très très longtemps. Et c'est vraiment très chouette la notion de père aidant, je trouve. Des questions, des remarques? Qu'est-ce que tu penses de la notion de crypte et de fantôme? C'est passionnant.
C'est deux concepts donc de, Torok et de Abraham. Ouais. Toro Cabral, ouais. C'est deux concepts, donc avec une distinction entre le monde de la crypte et le monde du fantôme. La crypte, c'est on s'enferme, le secret est enfermé bah, on ne l'ouvre pas, même si on n'est pas dupe de son contenu. Et le fantôme, c'est que ça vient errer. Alors, je me rappelle plus du contexte, concept Nicolas Abraham et Maria Torok, de leur concept, de leur contexte, mais c'était plus ou moins les guerres. Je crois que je les ai mis peut-être pas dans ce Oui, sens-là. oui, on les avait dans le... Ouais, c'est vraiment des gens qui ont été très importants, effectivement, dans la compréhension psychodynamique des questions de traumatisme, hein, que le traumatisme, effectivement, regardez ce qui s'est passé, ne serait-ce que autour des événements qu'on a connus au Bataclan et autres. Il y a des personnes qui ont choisi de mettre ça en crypte et qui n'ont pas consulté, qui se sont enfermés, voire qui se sont suicidés avec cette histoire-là. Et il y en a d'autres pour lesquels ils sont encore dans l'errance, enfin, ce qui s'est passé, c'est-à-dire autour de la reviviscence des événements. Moi, j'ai une patiente chez moi, on n'est pas beaucoup, j'ai elle. Elle, c'est le 7 octobre, qui a été, alors qu'elle n'avait pas de famille du tout, qu'elle n'était pas directement concernée, mais elle, ça a été l'effondrement. Et en fait, c'est comme l'histoire des poupées russes. Cet événement du 7 octobre, en fait, ça recouvre l'exil de ses parents tunisiens, de l'exil dont le père ne s'est jamais remis. Donc, le trauma renvoie à d'autres traumas. Je trouve que c'est un concept lumineux, vraiment la crypte et le fantôme, qui est très opératoire, hein. Chaque histoire, euh, je dirais chaque histoire, même sans trauma, il y a toujours quelque chose d'une crypte et d'un, je sais pas, chez Mauvigné, c'est le fantôme, non? Non, non, je ne pas, non. Je n'ébruite pas, mais non, mais je le lis. J'en suis complètement possédé de cette histoire. Enfin, il y a du fantôme, voilà, c'est tout ce que je dis, et je vous jure, ça. Ça, le Bataclan, tout, dans les hôpitaux, il est impacté aussi. Où toute une communauté de médecins, notamment algériens d'un certain âge, qui étaient venus en France pour fuir quelque part justement ce qui se passait en Algérie à l'époque du terrorisme. Ça a réactivé ça de façon redoutable. Et même s'ils n'avaient pas été impactés directement parce qu'ils s'étaient au Bataclan, ça a réactivé tout un ensemble de choses chez eux. Ouais, ils ont occupé un moment. Ah ouais. Mais je pense qu'effectivement, ces événements-là ne sont pas cryptés. Enfin, pour certains, ils étaient cryptés probablement, mais pour d'autres, il y a des fantômes. Regardez les cinémas, les films qui sortent aussi. Je ne vais pas parler de Mauvigné, je vais parler de films, voilà. C'est facile. Ouais. Et aussi la place enfin, les fantômes au niveau des enfants qui sont décédés dans une fratrie dont on ne parle pas, et l'impact que ça a sur les autres enfants qui sont arrivés après. Je trouve que c'est en tout cas des concepts qui sont très opérationnels sur ces histoires-là. Je me rappelle une famille de psychotiques, pas deux familles d'ailleurs, où la mère pleurait un enfant mort-né. La fille était psychotique, donc la sœur de l'enfant mort-né était psychotique. On n'arrivait pas à parler de la sœur, on parlait de la morte. Et la mère s'en était jamais remise. Et l'autre histoire, c'est une histoire de la PJJ, parce que je travaillais un peu à la PJJ, et je me rappelle d'une famille, ça m'avait beaucoup marqué, où le père, enfin, ils avaient eu une enfant mongolienne. Euh, je crois même pas qu'elle était décédée, mais cette enfant mongolienne était le modèle de la famille. Et comment euh, la sœur qui avait été adoptée d'ailleurs, était devenue le mauvais élément. Et en fait, le père, il racontait sur un mode très incestuel
comment il adorait cette enfant mongolienne qui a représenté tout pour lui et que l'autre était... alors, bon, en plus, il y avait des histoires sexuelles et autres. C'était une horreur. Vraiment, c'était... D'ailleurs, à propos, je voudrais... Non. Non, non. Sylvie qui demande si vous recevez des familles monoparentales. Euh, alors, avec des guillemets à famille, ce qui peut, je pense, hérisser justement les parents solos, mais on peut être une famille. Et constatez-vous des troubles spécifiques? Moi, je trouve il y a des troubles spécifiques dans toutes les familles, qu'elles soient monoparentales, ou biparentales, ou transparentales, bien sûr. Justement, c'est pas le socius, c'est pas la situation. Nous, on s'arrête au socius. Non, c'est c'est avant tout le dérèglement, c'est le mythe familial, c'est les transmissions. C'est pas du tout il y a des familles. Moi, le couple que j'ai suivi le plus longtemps, c'était 10 ans, une dizaine d'années, même une dizaine d'années largement. Lui était psychanalyste et elle était femme au foyer. Plus psychanalyste d'ailleurs que son mari psychanalyste. C'était une notoriété, mais il était caractériel. Il était insupportable. Il détestait la thérapie familiale parce que c'était des conneries, tout ça. Mais à la fin, heureusement, il a été reconnaissant parce qu'il a apparemment, j'aurais sauvé son couple. Mais toujours est-il que c'était deux mythes familiaux. C'était la belle famille, entre guillemets, au sens de la tradition bourgeoise de transmission, d'héritage, alors que lui, il a mis des années à le dire, il était méprisé par ses parents à cause d'un patriarche, justement. Il n'était pas digne comme ses frères et sœurs. La psychanalyse, justement, c'était une entorse à l'héritage, à la tradition familiale. Et elle, c'était une femme vraiment de bon sens. C'est pour ça que je dis que c'était la psychanalyste du couple. Elle avait beaucoup de finesse psychologique. Le problème chez elle, c'est qu'elle avait été violée par un ami. Là, on retrouve toutes les dimensions des familles traditionnelles, enfin, une certaine féodalité des familles, où, euh, où malheureusement, il y a eu beaucoup de maltraitance, de viols. Elle avait été violée par l'enfant chéri de la famille, qui était un enfant adopté, avec qui elle avait grandi, qui l'avait violée. Ce viol, elle s'en était jamais remis parce que la mère banalisait. Et parce que le père s'en occupait pas du tout. En plus, le père, au moment où je le voyais, évoluait sur un mode de dément. Donc, il y a pas eu de réparation, entre guillemets. Et quelque part, il y a eu exportation sur tous les hommes sont violents. Et son mari était effectivement violent. Alors, il y a eu des séances où je crus qu'il allait la frapper, hein, et il supportait pas que j'intervienne pour le freiner lui. Il l'a trouvé débile. Elle était suivie par un psychiatre débile. Enfin, c'était terrible. Donc effectivement, on peut être à deux et très mal installé à deux et très bien installé seul. Parfois, il faut mieux être seul que mal installé à deux. C'est vrai que là-dessus, la pensée en termes de système et donc à la fois de fonction et de rôle qui peuvent en fait se répartir, c'est super intéressant, mais avec des notions d'équilibre aussi. Et c'est vrai en psychiatrie des personnes âgées, on rencontre beaucoup de moments de rupture et de déséquilibre. Parce que la pathologie, parce que la perte d'autonomie, Le deuil, les parce que le deuils. deuil, beaucoup. Ouais, voilà. Et, et donc, ouais, moi, je sais que ça m'a toujours beaucoup aidé de le penser en termes de système, c'est-à-dire d'essayer de construire une représentation de comment ça fonctionnait avant, maintenant que ça dysfonctionne, et d'essayer d'imaginer comment ça peut refonctionner pour eux, quoi. Moi, je trouve que la dynamique familiale, dans une famille où il y a quelqu'un qui rentre ou qui est dans le grand âge, est très intéressante. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ce que je disais tout à l'heure de la fratrie, de l'organisation de la fratrie, de ceux qui vont aider, des transmissions, de ce qui est réglé, ce qui n'est pas réglé dans la transmission, ne serait-ce que dans l'histoire de patrimoine. Moi, j'ai fait ma thèse sur la paranoïa. Pourquoi j'ai fait ma thèse sur la paranoïa? Parce que j'étais fasciné par les paranoïaques, parce qu'ils ont la loi, enfin, ils se représentent dans la loi. Et comment, dans les milieux, enfin, je travaillais en maison de retraite, hein, comment, effectivement, les questions de transmission de patrimoine, enfin, qu'est-ce qui se règle
autour de l'argent. Et c'est incroyable comment c'est prévalent dans ces familles. Et cet argent, en fait, ça signifie bien d'autres choses. Pourquoi on a protégé tel enfant par rapport à tel autre? Une notion de dette, justement. Et ça, ça va être transmis à la famille, puisque on est en dette par rapport à ses propres parents qui n'ont pas géré bien la transmission du patrimoine ou je sais pas quoi, ou accordé plus. Je pense, c'est marrant, je pense à un film, mais je n'arrive pas à retrouver cette histoire, ou l'avoir entendu, une histoire de transmission où l'enfant reçoit, hérite de tout. Et les enfants d'une partie, enfin les frères et sœurs d'une partie, alors qu'elle, elle va avoir le droit sur tout le patrimoine. Je sais pas où j'ai lu ça. C'est pas dans. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se règlent à ce moment-là, ou qui se règlent mal. Ils peuvent se régler bien, mais qu'est-ce que ça serait quoi à régler bien? On assure une bonne transmission, qu'on se réunit. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses que. Ah oui, j'ai une belle histoire à vous raconter, qui s'est bien terminée. Donc, comme je travaille beaucoup en transmission, à un moment, je faisais des interventions chez les aumôniers des hôpitaux. Et c'est un milieu très intéressant parce que n'est pas aumônier n'importe qui. Et c'est des catholiques, fervents catholiques. Et il y a une aumônerie à Paris. C'était à l'aumônerie de Paris il y avait des groupes d'aumôniers. Et il y en a enfin, il y a un couple qui est venu me voir, de gens vraiment très bien, justement sur cette thématique d'intergénérationnel, parce qu'il y avait un secret de famille. Donc ils sont venus, ils m'ont apporté le secret de famille qui n'était pas des moines. C'est donc c'est un couple assez âgé. La femme, sa mère avait tué sa sœur. Ouais. Non, la grand-mère. La grand-mère avait tué un enfant. Avait tué un de ses enfants parce que cet enfant était mongolien ou avait un handicap grave et elle avait fait en sorte de lui faire absorber des médicaments que lui avait donné le médecin pour donc il y avait un homicide mais qui n'avait pas été du tout reconnu et du tout vécu comme homicide, hein. Il y avait eu aucune dénonciation, c'était un secret quoi, un crypte, un secret crypté. Euh, et elle était venue parce qu'on n'en avait pas parlé à ses enfants. Elle était venue parce qu'elle avait 5 enfants et que, une grande famille, et qu'elle ne savait pas quoi faire de ça. Et donc on a parlé, effectivement, moi je suis toujours pour le rassemblement, tel jour, telle heure, vous allez vous rassembler. En thérapie familiale, on fait beaucoup ça pour parler justement des absents. Et donc elle a fait ça. Elle a transmis. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde le savait. C'était un secret. Nous, à l'époque, quand j'ai commencé la thérapie géniale, le secret, on en cherchait partout. Et il y en avait plein. Et c'était des vrais secrets. Actuellement, je ne sais pas ce qui s'est passé, probablement Dolto, les effets Dolto et autres, il n'y a plus de secret. C'est-à-dire que tout le monde dit tout parce qu'on pense que ça fait beaucoup de bien. Mais en fait, ça fait autant de mal que de garder le secret, hein. Donc, cette femme raconté, et en fait tout le monde le savait. Et en fait, ça a été le début d'une thérapie qui a été très longue avec eux. Je ne me rappelle plus le détail, mais ces enfants allaient très mal. Ils étaient tous brillantissimes, des grandes écoles et autres, mais dans des souffrances incroyables. Ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient pas, ils consultaient. Il y a quelque chose qui n'était pas passé de la transmission, je ne me rappelle plus, mais c'était bien au-delà de ce secret. C'était un aspect simplement. Ils étaient en plus, je veux dire, il y a une incompréhension autour de la thérapie familiale. Nous ne passons pas de l'individu à la famille. La famille n'est pas pour nous le coupable. Ça, c'est très important parce que quand on travaille avec l'autisme, par exemple, les parents d'autisme s'imaginent qu'ils sont tous coupables. En fait, il faut vraiment, et je trouve que la psychiatrie des années 60, enfin de 60 jusqu'à peut-être certaines psychiatries, elle a fait beaucoup de mal parce qu'elle a beaucoup accusé les familles. Les familles elles sont compétentes et elles y sont pour rien. On est en train de réajuster ça. Mais
Et il y a beaucoup à faire. Ça existe. Comment? Ça existe. Non, il existe encore. Enfin, Là, vous avez des collègues, vous entendez des choses autour des familles. Ça s'enseigne encore que il le freine parce que la mère est trop présente. Et après, Ouais. Alors que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est gênant, c'est de travailler avec les familles, c'est que d'aimer les familles, enfin, pour ce qu'elles sont.